L'eau froide, sans avertissement, a frappé la femme à la tête. L'eau s'est répandue sur le bord de sa casquette de baseball bon marché, a trempé les cheveux en dessous et a coulé sur son visage et son cou, trempant une grande partie de son t-shirt gris uni. Des gouttes d'eau ont éclaboussé le vieux carrelage beige terne du hall de la police de San Lorenzo Ouest, laissant des taches sombres. L'air était chargé d'une odeur de café brûlé resté trop longtemps dans la cafetière, de vieux papiers humides et d'une légère odeur de désinfectant qui tentait de masquer le manque d'hygiène. La femme resta là un moment, tout son corps rigide sous le choc et l'humiliation soudaine. Elle n'a pas crié ni juré. Il n'y avait qu'un halètement coincé dans sa poitrine, un son qui était un mélange de choc total et de rage à peine réprimée. L'eau continuait de couler de ses cheveux, tombant lourdement sur ses épaules jusqu'au sol, formant une petite flaque autour de ses baskets usées. « Je t'ai dit de partir », rugit une voix d'homme remplie de colère et de mépris, résonnant dans le hall par ailleurs silencieux. La voix venait de derrière le grand et robuste comptoir en chêne, où se tenait l'officier Miguel Ruiz, un homme blanc costaud d'une quarantaine d'années au visage rouge et aux yeux étroits et menaçants. Il tenait toujours une bouteille d'eau minérale en plastique à moitié vide. Ruiz regarda la femme avec une joie cruelle, comme s'il venait de commettre un acte de punition justifiable. « C'est le département de police de San Lorenzo, pas un endroit perdu où vous pourriez venir causer des ennuis. Sortez d'ici avant que je ne me mette vraiment en colère », a-t-il menacé. L'incident s'est produit si rapidement, de manière si choquante, que plusieurs personnes assises sur des chaises en plastique bleu le long du mur étaient stupéfaites, les yeux écarquillés, regardant cette scène incroyable se dérouler. Un jeune policier, qui était dans le coin le plus éloigné en train de trier des papiers, a également levé les yeux. Son visage montrait un embarras et une confusion évidents, mais il restait là, ne montrant aucun signe d'intervention. La femme, encore trempée dans l'eau, lentement, très lentement, releva la tête. L'eau coulait toujours sur ses joues et son menton, mais ses yeux, qui n'étaient plus complètement obscurcis par la visière de sa casquette, étaient différents. Ils étaient froids, acérés comme des rasoirs, intensément concentrés, contrastant fortement avec son apparence désormais échevelée et trempée. Elle fixa son regard sur l'officier Ruiz, perçant son expression agressive comme pour évaluer, analyser et se souvenir. « Ma classe », répéta-t-elle les mots de Ruiz. Sa voix était étonnamment grave et claire, sans aucune trace de tremblement. Chaque mot résonnait fermement dans le bruit de l'eau qui coulait toujours sur le sol. « Que entendez-vous exactement par ma classe officielle ?» Un acte incroyablement violent et préjugé se déroulait dans un lieu censé représenter la loi et la protection. Pourquoi ce policier a-t-il agi de manière si cruelle et irrationnelle? Qu'a fait cette femme d'apparence ordinaire pour mériter une telle humiliation en public? Cet abus de pouvoir flagrant, commis en public, serait soit dissimulé, soit confronté à des conséquences. Et surtout, qui était cette femme mystérieuse derrière le t-shirt trempé et le regard déterminé? Prenons du recul. Une semaine plus tôt, Elena Moral avait prêté serment en tant que nouvelle chef de la police de la ville de San Lorenzo. À son âge, c'était une latina impressionnante, non seulement avec la silhouette athlétique et en forme de quelqu'un qui avait passé des années à patrouiller dans les rues, mais aussi avec un look intelligent et déterminé et un parcours professionnel impressionnant. Elle était arrivée à San Lorenzo en provenance d'une plus grande ville de Californie, où elle avait réussi à transformer un service de police en proie à une crise de confiance du public, à des procès pour force excessive et à des conflits internes. San Lorenzo, une ville de taille moyenne présentant un riche mélange ethnique mais également de profondes divisions économiques et sociales, a été confrontée à des problèmes similaires. Les relations entre la police et la communauté, en particulier avec les communautés minoritaires noires et latino-américaines, ont été gravement érodées par une série d'incidents controversés ces dernières années, allant de plaintes pour harcèlement et discrimination à des accusations plus graves de recours inutile à la force. Le conseil municipal et le maire, sous la pression du public, ont décidé de revitaliser la direction de la police de San Lorenzo et ont placé de grands espoirs dans la chef Moral, espérant qu'elle pourrait apporter une bouffée d'air frais, rétablir la confiance et mettre en œuvre les réformes nécessaires. Moral était un leader pratique. Elle pensait que pour vraiment comprendre les problèmes inhérents à la culture d'un service de police, elle ne pouvait pas s'appuyer sur des rapports épais, des tableaux statistiques ou des réunions formelles avec des commandants subordonnés dans leur bureau confortable. Elle devait se rendre sous couverture pour voir par elle-même, entendre par elle-même et découvrir par elle-même comment ses agents interagissaient quotidiennement avec le public, en particulier aux niveaux inférieurs où se produisaient la plupart des contacts directs. Elle savait que parfois le vrai visage d'une organisation n'est pas révélé au sommet, mais par ceux qui sont en première ligne. Ainsi, au cours de ses premières semaines au pouvoir, en plus de rencontrer des dirigeants communautaires, des politiciens et des commandants clés,
Moral a secrètement planifié une série de visites inopinées dans divers commissariats de police de la ville, en particulier ceux qui présentaient le plus de problèmes. Pour que ces visites soient vraiment efficaces, elle a décidé qu'elle devait se déguiser en civil ordinaire. Ce matin-là, elle fouilla dans son placard, ignorant les uniformes soignés et les combinaisons électriques. Elle a choisi un jean bleu porté aux genoux, un t-shirt gris uni sans logo ni image, une paire de vieilles baskets et une casquette de baseball qu'elle avait achetée des années auparavant lors d'un voyage. Elle rassembla ses épais cheveux noirs en un chignon et les glissa sous sa casquette, abaissant le bord presque jusqu'à ses yeux. Elle ne se maquillait pas, essayant d'avoir l'air un peu fatiguée, comme une travailleuse ordinaire confrontée à des problèmes quotidiens. Elle voulait voir comment ses officiers traiteraient Carmen Vega, comme elle s'appelait, une latina simplement habillée qui n'avait ni l'air importante ni puissante. Le premier sur sa liste était le poste de police du district de l'Ouest, qui desservait une vaste zone comprenant à la fois des quartiers stables de classe moyenne et des quartiers plus défavorisés économiquement, qui avaient des taux élevés de criminalité de rue et qui ont reçu le plus de plaintes du public concernant les services de police au cours des 2 dernières années. Lors d'un examen minutieux des dossiers personnels et des rapports de plaintes internes, bien que beaucoup aient été classés faute de preuves suffisantes ou de conclusions infondées, un nom est apparu à plusieurs reprises en relation avec des accusations d'impolitesse, d'impatience, de langage inapproprié et parfois de commentaires discriminatoires, particulièrement dirigés contre les femmes, les immigrés et les personnes de couleur, l'officier Miguel Ruiz, numéro d'insigne 482. Ruiz était dans le district de l'Ouest depuis près d'une décennie, passant une grande partie de son temps au bureau parce qu'une vieille blessure au genou le rendait inapte à patrouiller dans les rues. Moral a trouvé des notes de superviseurs précédents qui décrivaient Ruiz comme brusque et difficile, mais qu'il avait fait le travail. Les plaintes étaient souvent attribuées à des malentendus ou à la personnalité franche de Ruiz. Moral a estimé que Ruiz était un excellent exemple du type de problème qu'elle devait résoudre à la racine et a décidé de rendre visite à l'agent Ruiz en premier lors de sa tournée. Pour éviter d'être reconnue, elle n'a pas conduit la voiture noire et brillante du sous-officier. Au lieu de cela, elle a emprunté une berline Toyota Camry dernier modèle à un ami proche. Elle s'est rendue dans la zone proche du Fort San Lorenzo, se garant prudemment dans une rue à quelques pâtés de maisons, parmi les voitures plus anciennes appartenant aux résidents locaux. Elle vérifia une dernière fois sa tenue dans le rétroviseur, inspira profondément, se rappela le but du voyage et descendit de la voiture, rejoignant le flux des piétons sur le trottoir. Elle avait préparé une histoire plausible, une raison légitime pour qu'un citoyen se présente au commissariat en plein après-midi de semaine. Elle disait qu'elle s'appelait Carmen Vega, qu'elle habitait dans un complexe d'appartements voisins et elle voulait des informations sur la procédure à suivre pour obtenir une ordonnance d'éloignement temporaire contre un voisin du dessus qui faisait beaucoup de bruit tard dans la nuit et qui avait récemment commencé à proférer des menaces. Il s'agissait d'un problème assez courant dans les zones densément peuplées, suffisamment grave pour justifier une intervention, mais il ne s'agissait pas d'une affaire pénale urgente, exigeant de la patience et des conseils de la part de la police à l'accueil. Ce serait le test parfait pour l'attitude de service de l'agent Ruiz. Lorsqu'Elena Moral, dans le rôle de Carmen Vega, a poussé les lourdes portes vitrées du hall principal du commissariat du district de l'Ouest, sa première impression a été celle de la vieillesse et de la détérioration. La peinture jaune pâle s'écaillait par endroits. Le sol carrelé beige présentait quelques petites fissures et les panneaux d'affichage de la communauté sur le tableau d'affichage semblaient usés et démodés. La lumière des lampes fluorescentes au plafond était faible et jaunâtre, donnant à l'endroit une atmosphère quelque peu sombre. Seuls quelques résidents étaient assis sur des rangées de chaises en plastique rigide, l'air fatigué et impatient. Le comptoir de réception, en chêne foncé, était haut et imposant, peut-être le seul élément du hall qui avait conservé sa solidité depuis la construction de la gare. Derrière le comptoir, sous un épais panneau de verre pare-balles percé de quelques petits trous de communication, l'agent Miguel Ruiz était assis sur une chaise de bureau usée. Son badge étaient soigneusement épinglés sur sa poitrine. Il regardait son téléphone portable, ses pouces défilant rapidement, complètement inconscient de la personne qui venait d'entrer. Il avait l'air ennuyé, insatisfait et un peu irrité, comme s'il était obligé de faire un travail qu'il détestait. Moral s'est approché du comptoir en gardant une distance respectueuse. Il attendit 1 minute, puis 2. Ruiz gardait les yeux sur le téléphone, reniflant ou soupirant de frustration de temps en temps. Moral toussa délibérément, mais il n'y eut aucune réponse. Il parla finalement, essayant de garder une voix décontractée et polie. « Excusez-moi, officier. » Ruiz leva la tête à contre-cœur, ses yeux perçants se plissant vers Moral à travers la vitre. Son regard allait de la casquette baissée sur son visage à son simple t-shirt, en passant par ses baskets usées. C'était un regard évaluateur,
qui ne cachait pas son mécontentement. Que? Demanda-t-il sèchement, d'une voix hostile. Moral a essayé d'ignorer cette attitude. Je m'appelle Carmen Vega, commença-t-elle d'une voix douce. Je souhaite avoir des informations sur la procédure d'ordonnance d'interdiction temporaire. J'ai des problèmes avec un voisin de mon immeuble. Ruiz laissa échapper un long soupir dramatique, comme si elle venait de lui demander de faire quelque chose d'extrêmement ennuyeux et fastidieux. Il a claqué le téléphone sur la table avec un bruit sourd. Une ordonnance restrictive, répéta sa voix pleine de frustration. Vous devez vous rendre au palais de justice du comté. Non, ici, nous ne les délivrons pas, compris. Il ne la regarda pas et recommença à jouer avec les papiers sur la table. Oui, je comprends que la requête doit être déposée devant le tribunal, a expliqué patiemment Moral, en gardant un ton respectueux. Mais j'ai lu qu'un rapport de police est généralement requis comme preuve avant de déposer une requête. Je souhaite signaler un harcèlement et une intimidation de la part de mon voisin. Cette fois, Ruiz l'interrompit brusquement, sa voix débordante de sarcasme et de mépris. Du harcèlement, des menaces, juste quelques bagarres de quartier minables. Il met sa musique trop fort, son chien aboie trop, non? Il s'est moqué. Écoute, ma fille, nous sommes ici pour nous occuper de vrais crimes, vol, cambriolage, violence. Nous n'avons pas le temps pour vos petits potins de quartier. Rentrez chez vous et découvrez-le. Il agita la main vers la porte, un geste clair d'adieu. La patience de Moral était à bout. Elle sentit le sang lui monter au visage, mais elle respira profondément, se rappelant le but du voyage. Elle avait besoin de voir jusqu'où Ruiz irait. Officier, dit-elle, sa voix toujours calme mais désormais ferme et claire. C'est votre travail. Je suis un citoyen de cette ville qui a besoin de l'aide de la police et j'ai le droit de signaler ce que je considère comme une violation de la loi. Je demande qu'un rapport soit fait et j'ai besoin de votre nom et de votre numéro de plaque d'immatriculation. La demande de son nom et de son numéro semblait être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Ruiz. Pour des officiers ayant des problèmes d'attitude comme le sien, un civil, surtout celui qu'il méprisait, oser demander ces informations personnelles était un défi direct à son autorité et à sa fragile estime de soi. Il se leva de sa chaise, son énorme silhouette remplissant presque l'espace derrière le comptoir. Il a cogné sa main contre le comptoir en bois avec un grand bruit, surprenant les gens qui attendaient dans le hall. « Pourquoi veux-tu mon nom » rugit-il, le visage à nouveau rouge, les veines jaillissant à ses tempes. « Et, tu vas aller quelque part et porter plainte, n'est-ce pas » continua-t-il en élevant la voix. « Je connais des gens comme vous, toujours à la recherche d'ennuis avec la police. Maintenant, sortez d'ici avant que j'appelle quelqu'un pour vous faire sortir pour trouble à l'ordre public. M'entendez-vous » Sa voix était devenue très forte, pleine de menaces, attirant l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Certains se mirent à chuchoter entre eux, les yeux à la fois curieux et craintifs, en se tournant vers le comptoir. Mais Elena Moral ne s'est pas laissée intimider. Elle avait été confrontée à des situations bien plus dangereuses au cours de sa carrière. Elle se tenait grande, regardant directement dans les yeux furieux de Ruiz à travers la vitre par balle. « Je ne vais nulle part, déclara-t-elle fermement, ne montrant aucune trace de peur. Je resterai ici jusqu'à ce que j'exerce mon droit civil de signaler l'incident ou jusqu'à ce que je parle directement à votre chef d'équipe. » Le défi direct, la détermination inébranlable d'une latina simplement habillée qu'il avait complètement méprisée, ont envoyé Ruiz dans une spirale incontrôlable. Toutes les retenues, tous les codes de déontologie s'étaient évaporés. Les préjugés raciaux, l'insatisfaction à l'égard de son travail et la colère, le sentiment que son autorité soit remise en question, tout a explosé en un seul acte de folie inexcusable. Il regarda son bureau, où il buvait une bouteille d'eau Aquafina à moitié pleine. Dans un accès de rage aveugle, il saisit la bouteille. « Veux-tu te battre jusqu'au bout ? Eh bien, je vais te montrer, » cria-t-il, la voix brisée par la colère. Puis, à la grande horreur et à la stupéfaction de Moral et de toutes les autres personnes présentes, Ruiz a déverrouillé la porte latérale du comptoir et est sorti dans le hall. Il marcha droit vers Moral, le visage tordu par la rage. Sans autre avertissement, il a débouché la bouteille et l'a retournée, versant le reste de l'eau froide sur la tête de Moral. Des hoquets de choc sont venus des spectateurs, puis un silence de mort s'est abattu sur le hall du poste de police du district ouest après l'impact soudain. Elena Moral se tenait immobile au milieu de la salle d'attente, de l'eau froide coulant de la tête aux pieds, trempant ses vêtements, formant une petite flaque d'eau sur le sol sous ses pieds.
Le silence dans la salle d'attente est devenu si lourd qu'on pouvait presque entendre les battements de son propre cœur. Les gens assis, attendant, étaient tous bouche bée, les yeux écarquillés devant la scène qui venait de se produire, incapables de croire qu'un policier puisse agir ainsi. Le jeune officier dans le coin de la pièce se tenait également là, le visage pâle, visiblement choqué, mais n'osant toujours rien faire. L'agent Ruiz se trouvait directement devant Morale, la bouteille d'eau vide toujours dans sa main. Il était haletant, la poitrine haletante, le visage encore rouge de la colère qu'il venait de déchaîner. Il y avait une expression tordue de triomphe sur son visage, mais au fond de ses yeux il y avait un éclair de confusion. Peut-être à cause du silence terrifiant de la femme ou à cause de la vague conscience qu'il venait de franchir une ligne de non-retour. Morale, lentement, très lentement, leva la main, écartant les mèches de cheveux mouillés et l'eau qui coulait sur son visage. Elle leva ensuite les deux mains, attrapa le bord de sa casquette trempée et la retira lentement de sa tête. Ses épais cheveux noirs, attachés en chignon, étaient maintenant lâches et dégoulinants, complètement exposés. Plus important encore, le retrait de la casquette a révélé tout son visage, un visage intelligent et anguleux, avec des yeux perçants et un front haut. L'apparence d'un roturier anonyme et insouciant disparut en un instant. À sa place se trouvait l'air indubitable de quelqu'un habitué à donner des ordres, quelqu'un qui exerçait le pouvoir. Elle regarda directement dans les yeux de Ruiz, qui commençait à se dilater avec un vague sentiment de malaise. « Officier Miguel Ruiz, numéro d'insigne 482, dit-elle d'une voix plus grave, désormais claire et autoritaire. Vos actions tout à l'heure, verser une bouteille d'eau sur la tête d'un citoyen cherchant de l'aide. Qu'est-ce que c'était? D'abord, refuser d'accepter un rapport, utiliser un langage désobligeant et abusif, et maintenant une agression physique. Est-ce la norme de service communautaire selon laquelle fonctionne le département de police de San Lorenzo? Morale fit une pause, laissant ses mots pénétrer. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage, observant le changement qui s'y produisait. Peut-être que je devrais me présenter plus en détail, a-t-elle poursuivi, sa voix toujours froide, mais avec une pointe de sarcasme aigu. Je m'appelle Elena Morale. Il y a une semaine, j'ai prêté serment en tant que chef de la police de la ville de San Lorenzo. Votre nouveau patron, annonça-t-elle, je fais aujourd'hui une visite inopinée à votre station déguisée. Elle a montré ses vêtements trempés, voulant évaluer personnellement l'attitude et la qualité du service des agents en première ligne. Officier Ruiz, vous venez de me donner une performance vraiment inoubliable, a-t-elle poursuivi. L'impact de ces paroles a frappé la pièce comme une bombe. Le visage de l'agent Ruiz a subi des changements spectaculaires en un instant. D'abord, la confusion s'est installée en lui, suivie par l'incrédulité. Il regarda le chef Morale, puis sa tenue trempée, essayant de concilier l'image de la femme dégoulinante devant lui avec les portraits sévères du nouveau chef de la police qu'il n'avait vu que dans les bulletins d'information et les annonces par courrier électronique. Alors que son cerveau acceptait finalement la terrible vérité, l'incrédulité se transforma en pure horreur. Son visage était décoloré, ses traits pâles comme si tout le sang avait quitté son corps. « Patron » bégaya-t-il, à peine audible, la voix tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. « Non, non, ça ne peut pas être toi. Tu le es vraiment, halta-t-il, chancelant en arrière, comme s'il était ivre. La bouteille d'eau vide lui glissa des mains, roulant sur le sol avec de doux sons métalliques dans le silence pesant. Puis il réalisa pleinement le désastre qu'il avait provoqué. Les jambes de Ruiz vacillèrent comme si elles allaient s'effondrer. Paniqué, il leva les mains et secoua la tête. « Oh mon Dieu! Non, non. Je suis désolé, patron Morale, je suis vraiment désolé, supplia-t-il, la voix étouffée par la peur alors que les larmes lui montaient aux yeux. Je ne savais pas que c'était toi. Je le jure devant Dieu. Je ne savais pas. Ses mains se joignirent, comme pour une prière, et il fit un pas en avant, presque à genoux devant elle. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, ne gâchez pas ma carrière. J'ai une famille à soutenir. Ma femme est malade. 2 enfants sont toujours à l'école. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. C'était juste une erreur stupide, un moment de folie, sanglotait-il. Je ferai tout ce que tu me demanderas. S'il te plaît. Ses appels désespérés et en larmes ont résonné dans tout le hall, sa transformation d'un tyran agressif en un personnage lâche implorant grâce est claire et tragique. Mais Elena Morale est restée impassible. Son regard était froid, pas cruel, mais rempli d'une profonde déception et d'une détermination de fer. Elle avait vu assez de larmes de regret tard dans la nuit au cours de sa carrière.
Elle a regardé l'officier Ruiz, presque prosterné à ses pieds, et a demandé, une erreur stupide, officier Ruiz. Sa voix était encore froide, mais pesait lourdement sur l'autorité. Vous considérez que c'est une erreur de verser intentionnellement de l'eau froide sur un citoyen, quel qu'il soit, simplement parce qu'il a osé vous demander de faire votre travail? Elle fit une pause, son regard s'intensifiant. Vous avez utilisé un langage désobligeant, basé sur son apparence et peut-être sur sa race, a-t-elle ajouté en secouant légèrement la tête. Ce n'est pas une erreur ponctuelle. C'est une manifestation, un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste dans ce département, un problème d'attitude, de préjugés et de manque de respect pour les personnes mêmes que nous avons juré de servir et de protéger. La chef morale inspira, ses yeux se tournant désormais vers le jeune officier figé dans un coin, le visage pâle de peur. Officier, appela-t-elle d'une voix ferme, amenez le sergent Martinez ici immédiatement. Dites-lui que le patron est dans le hall et qu'il a besoin de lui en ce moment. Le jeune officier hocha rapidement la tête et courut presque vers le back-office. Moins d'une minute plus tard, le sergent Martinez, un homme d'âge moyen aux cheveux gris et à l'uniforme soigneusement repassé, se précipita dans le hall, la confusion et l'inquiétude sur le visage. Mais dès qu'il a vu la scène, le chef moral, trempé et en civil, debout avec l'officier Ruiz, agenouillé au sol avec une expression misérable, sa confusion s'est transformée en choc. Madame, balbutia Martinez en se dirigeant vers elle. Que s'est-il passé? Lieutenant Martinez, dit sévèrement Moral en le regardant directement. L'officier Ruiz, numéro d'insigne 482, est suspendu avec effet immédiat. Prenez son arme, son insigne et sa radio. Escortez-le jusqu'à une pièce privée et assurez-vous qu'il n'a aucun contact avec qui que ce soit jusqu'à ce que vous vous présentiez aux affaires internes. Est-ce clair? Oui, madame, a répondu Martinez, toujours sous le choc. Il regarda Ruiz, qui était toujours agenouillé, les yeux remplis de colère et de déception. Je veux que vous fassiez un rapport officiel sur tout cet incident, a poursuivi Moral. Prenez les déclarations de tous les témoins présents et moi, a-t-elle souligné, je fournirai mon témoignage en tant que victime de cet incident. Oui, patron, immédiatement, a déclaré Martinez en se tournant vers Ruiz, toujours effondré. Ruiz, lève-toi. Suis-moi. Avec l'aide du jeune officier, Martinez a aidé Ruiz à se relever et ils l'ont porté à l'arrière. Moral se tenait seul au milieu du hall. Ses vêtements étaient encore humides, mais son expression restait résolue. L'enquête interne a été menée avec la plus grande rapidité et priorité sous la supervision directe du chef Moral. Une équipe d'enquêteurs de haut niveau est arrivée au commissariat du district ouest dans l'heure, faisant son travail avec méthode et professionnalisme. Ils ont d'abord recueilli une déclaration détaillée du chef Moral. Elle a raconté l'incident du début à la fin, la première conversation avec Ruiz, le refus de service, les insultes, l'eau renversée et la révélation éventuelle de son identité. La déclaration a été soigneusement enregistrée et transcrite. Ensuite, l'agent Ruiz a été interrogé. À ce moment-là, il s'était calmé mais était toujours dans un état de panique et de choc. Face à des enquêteurs des affaires intérieures coriaces, il n'a plus cherché à se soustraire à ses responsabilités. Il a admis avoir refusé d'aider Moral, qu'il pensait être Carmen Vega, en utilisant un langage inapproprié et en lui jetant de l'eau dans un accès de rage. Il a demandé grâce, sans se rendre compte qu'il venait de s'en prendre au chef de la police. Les affaires intérieures ont également recueilli les déclarations du sergent Martinez, le jeune officier qui avait été témoin d'une partie de l'incident, et des 3 civils présents dans le hall, leur assurant que leurs déclarations seraient protégées. Toutes les déclarations concordaient avec la description du comportement de Ruiz faite par le chef Moral. Plus important encore, les caméras de sécurité dans le hall avaient enregistré l'intégralité de l'incident avec des détails clairs et indéniables. La vidéo montrait l'indifférence initiale de Ruiz, la conversation de plus en plus tendue au comptoir et ses actions lorsqu'il versait de l'eau sur la tête de Moral. Les images constituaient une preuve irréfutable, sapant complètement la défense de Ruiz. Une enquête plus approfondie a révélé une série de plaintes dans le dossier personnel de Ruiz au cours des 5 dernières années, détaillant des comportements similaires, impolitesse, manque de respect et langage discriminatoire, en particulier envers les femmes et les minorités. Malgré ces plaintes, la plupart se sont soldées par des avertissements verbaux ou des conseils en raison du manque de preuves. Les preuves contre Ruiz étaient indéniables. L'équipe des affaires internes a conclu son enquête par un verdict clair, l'agent Ruiz avait un problème d'attitude persistant qui avait été toléré ou ignoré jusqu'à ce qu'il entraîne de graves conséquences.
L'agent Miguel Ruiz a gravement violé plusieurs codes d'éthique et règlements du département de police de San Lorenzo. Ces violations comprenaient le manquement au devoir, le manque de respect et le mépris envers les citoyens, l'utilisation d'un langage inapproprié, l'abus de pouvoir et l'agression contre le chef moral alors qu'il agissait en tant que civil. L'affaire a été portée devant le conseil disciplinaire du département de police et examinée de près, la chef morale ayant clairement indiqué qu'elle souhaitait une réponse ferme mais constructive. Le conseil de discipline a pris une décision sans précédent pour la police de San Lorenzo. Au lieu de licencier Ruiz d'emblée, ce qui était tout à fait justifié, ils ont opté pour une mesure disciplinaire combinant punition et possibilité de correction. Cela comprenait une suspension d'un an sans salaire, une lourde sanction financière qui a eu un impact significatif sur la vie, la famille et la carrière de Ruiz. De plus, Ruiz a été mandaté pour participer à un programme d'intervention spécial appelé « Deuxième chance ». Le programme « Deuxième chance » est un programme de probation de 2 ans conçu pour les violations graves d'attitudes et de préjugés, comme celles commises par Ruiz. Il comprend une série d'exigences strictes et étroitement surveillées. Ruiz a dû suivre une formation intensive sur la gestion de la colère, la communication non conflictuelle, la désescalade, l'éthique professionnelle, le droit des droits civiques, la lutte contre le racisme et l'identification des préjugés implicites. Il devait également assister à des séances hebdomadaires de psychothérapie individuelle pour aborder les problèmes sous-jacents liés aux attitudes, aux préjugés et au contrôle émotionnel. En outre, Ruiz devait effectuer au moins 200 heures de travaux d'intérêt général supervisés auprès d'organisations à but non lucratif au service de communautés racialement et culturellement diverses. Pour garantir ces progrès, Ruiz devait passer des évaluations périodiques tous les 3 mois. Ces évaluations, menées par un panel indépendant, ont évalué ses connaissances, ses attitudes et son comportement. Le panel comprenait des représentants des affaires internes, du service de formation, un psychologue et un représentant de la communauté. La réussite du programme par Ruiz, y compris des améliorations démontrées et durables, le rendrait éligible à un réemploi au sein du département de police de San Lorenzo. À son retour, s'il était autorisé, Ruiz serait placé sous surveillance spéciale pendant au moins 1 an supplémentaire. Toute violation ou défaut de démonstration de progrès réel entraînerait un licenciement immédiat sans possibilité de recours. La décision a été communiquée en interne et résumée dans un communiqué de presse du chef moral, visant à démontrer son engagement en faveur de la transparence et de la réforme. L'incident impliquant l'agent Ruiz, ainsi que la réponse ferme, bien que non conventionnelle, du chef moral, ont envoyé une onde de choc dans le département de police de San Lorenzo. C'était comme une pierre jetée dans un étang stagnant, provoquant des ondulations dans tous les rangs. Le message était clair, l'ère des dissimulations, de la tolérance à l'égard des mauvaises conduites, de l'autoritarisme et de l'intolérance avait pris fin. Sous la direction de Moral, le ministère a décidé de s'attaquer de front à ce type de comportement. Moral a habilement utilisé l'incident de Ruiz sans le nommer publiquement comme étude de cas lors de réunions de commandement et de séances de recyclage à l'échelle de la force. Celle-ci mettait l'accent sur de nouvelles attentes en matière de services professionnels, de respect de tous les citoyens et sur les graves conséquences de tout abus de pouvoir ou de toute discrimination. La réponse au sein du ministère a été fortement divisée. Les agents qui souhaitaient sincèrement un environnement professionnel et rétablir la confiance de la communauté ont soutenu l'approche de Moral. Ils ont vu un dirigeant prêt à prendre des mesures décisives pour éliminer la corruption. Cependant, de nombreux officiers, en particulier les plus âgés ou ceux qui partageaient les opinions de Ruiz, se sentaient craintifs, insatisfaits et secrètement opposés. Ils estimaient que le nouveau chef était trop strict et ne protégeait pas leurs collègues, privilégiant des méthodes qu'ils considéraient comme peu fiables et trompeuses. Moral savait que le chemin vers la réforme serait long et difficile, mais elle ne s'est pas laissée décourager. Tout en effectuant moins de visites secrètes dans les gares, elle s'est concentrée sur l'élaboration de nouvelles politiques, l'amélioration de la formation, l'intensification du dialogue avec les dirigeants communautaires et la promotion d'une culture de responsabilité. Son traitement de Ruiz, bien que controversé, a jeté les bases de la confiance et de la crédibilité, même si le public et les militants sont restés prudents. Ils ont constaté que Moral ne se contentait pas de parler de réforme, mais prenait activement des mesures pour y parvenir. Quant à l'agent Miguel Ruiz, il a affronté le défi du programme Deuxième chance avec un mélange de honte, d'humiliation, de colère et de peur. Les 2 prochaines années l'obligeront à affronter des préjugés de longue date et de mauvaises habitudes enracinées au fil des années. Il reste incertain s'il pourra réellement changer ou s'il sera définitivement licencié, mais il sait que c'est sa dernière chance. Il n'avait pas d'autre choix que d'essayer d'obtempérer ou de tout perdre. Cette histoire ne concerne pas seulement un mauvais officier pris en flagrant délit.
C'est un rappel puissant des dangers des préjugés implicites et des abus de pouvoir, qui peuvent prospérer dans des environnements manquant de surveillance et de responsabilité. Il souligne à quel point de tels comportements portent atteinte à la dignité et aux droits des citoyens, érodent la confiance du public et portent atteinte à l'intégrité des forces de l'ordre. Dans le même temps, l'histoire souligne l'importance des dirigeants qui osent penser, agir et faire face à des vérités inconfortables. La réponse de morale, bien que controversée dans sa méthode, est devenue un outil permettant de révéler des réalités cachées et de forcer tout un système à affronter ses failles. Cela a soulevé des questions plus larges sur la résilience, les secondes chances et les limites du changement. Quelqu'un comme Ruiz, avec des préjugés profondément enracinés, peut-il être véritablement réformé par la thérapie et l'éducation, ou une telle réforme est-elle futile? La réponse n'est peut-être pas simple, mais il vaut mieux tenter de créer une voie de changement, aussi difficile soit-elle, que de simplement punir sans s'attaquer à la cause profonde du problème. Que pensez-vous de la décision du chef moral de s'infiltrer pour tester le comportement de ses subordonnés? Était-ce une méthode nécessaire et efficace, ou était-elle peu fiable et inappropriée? Pensez-vous que la suspension d'1 an et l'approbation de 2 ans de Ruiz étaient trop sévères, trop indulgentes ou constituaient une solution raisonnable et créative? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions, vos sentiments et vos diverses perspectives sur cette histoire dramatique dans les commentaires ci-dessous.